Ik heb nog het geluk gehad van te werken zonder de varroa. Dat was natuurlijk een stuk gemakkelijker voor ons imkers. Wij moesten eigenlijk maar naar ons bijenvolken kijken voor te slingeren, honing uit te halen of voor het zwermen na te zien. Maar wij konden gemakkelijk ons kasten 1 à 2 maanden daar laten staan zonder dat we naar keken. Dat was zeer gemakkelijk. Ça a été le début de l'hécatombe, je vais dire, hein, carrément. Hein. Ça, ah oui, oui, oui. C'était les fortes colonies qui s'effondraient. Pourquoi? Parce qu'il y avait des milliers de varroa dans la colonie, des milliers de piqûres, donc une infestation totale, et puis effondrement de la colonie. Donc on avait des très belles colonies qui avaient récolté sur l'année, magnifiquement bien. Sur 1 mois de temps, en fin de saison, paf, la colonie s'effondrait. Plus d'abeilles mortes, tout était mort, c'était terminé, fini. Et alors voilà, maintenant on doit pallier cela en faisant, en doublant au cheptel par exemple, on a dit ça, hein, refaire des petites colonies saines au départ pour éventuellement remplacer ou renforcer les colonies qui étaient devenues trop faibles suite aux pertes et à cause des problèmes de varroa. Hein. Oui, non, ce n'est plus la même apiculture, hein, manifestement. Et maintenant, voilà, on en est arrivé là à travailler comme ça, dans ce sens-là. Donc il faut des colonies de réserve, colonies de réserve, ça c'est certain. Et ça demande beaucoup plus de travail, c'est certain. Oui, il faut nourrir des colonies supplémentaires. On ne sait jamais combien de colonies va subsister au printemps. Jusqu'à présent, je ne me plains pas, mais en 2008, j'ai perdu 30% de mon cheptel. Hein. 30% de colonies finies, vides. Hein. La colonie était vide. Hein. Et c'est ce qu'on remarque quand il y a comme ça une pollution au virus, hein, eh bien, ça se remarque souvent en toute fin de saison, vers le mois d'octobre. C'est à ce moment-là, et les colonies sont quasi vidées, les abeilles vont mourir à l'extérieur, et on ne retrouve plus qu'une petite poignée d'abeilles avec la reine, bien souvent. Parfois mortes ou parfois qu'elles subsistent encore là. C'est assez stupéfiant de voir cela. Ouais. Varroa destructor est un acarien qui porte bien son nom parce qu'il attaque l'abeille là où, à son point le plus sensible. Et son point le plus sensible, en fin de compte, c'est le couvain, donc ce sont les stades immatures. La femelle varroa fondatrice va rentrer dans la cellule sous la larve, juste avant operculation, et là, naturellement, elle va développer sa famille, donc elle va pondre ses œufs qui vont se développer et refaire une nouvelle génération de varroa. Une fois que la jeune abeille va sortir, elle va être naturellement touchée, mais elle sera déjà fortement affaiblie. Parce que non seulement elle aura eu ses varroas, qui lui auront pompé de l'hémolymphe, mais à côté de ça, il y aura eu tout un apport éventuellement de virus, qui vont aussi rendre l'abeille beaucoup plus sensible à toute une série de choses. Donc ça, c'est principalement l'aspect dangereux du varroa. Et quand les varrois sont trop nombreux par rapport à une colonie, donc ces jeunes abeilles qui sortent, qui sont vraiment fortement affaiblies, n'ont plus vraiment de capacité de recréer du nouveau couvain de façon saine, et donc la colonie, tout doucement, va s'effondrer. De infestatie, als die redelijk laag is, als er dus weinig mijten zijn, dan is het effect zeer beperkt. Dan ga je het ook visueel niet direct zien. Het is dus op het moment dat dus een bepaalde drempelwaarde wordt overstegen, dat het zich uit en dat je bijvoorbeeld ook aan de presentatie van het broed al kan zien dat de bijen lijden, dat er een ziekte is. Maar je ziet het ook aan de volwassen bijen. Sommige kruipen, andere zijn eerder kreupel, hebben misvormde vleugels. Dit is bijvoorbeeld het gevolg van de virussen die door de varroamijt worden overgedragen, waardoor dat zij die misvormingen krijgen tijdens hun ontwikkeling. En dan finaal is het zo dat de populatie aan werksters eigenlijk altijd maar kleiner wordt, omdat je dus bijen verliest die niet terugkeren naar de kolonie. En dan uiteindelijk dan stuikt het volk in elkaar. Dat heeft een aanpassing gevergd van de bodems, hè, want we moeten nu kunnen de natuurlijke sterfte volgen. We moeten dus kunnen het aantal gestorven mijten tellen en dus moeten we een bodem hebben waar we toegang toe hebben, hè, met een schuif die we kunnen uithalen, met een rooster waar de varroa's kunnen doorvallen. Hè.
bien, on va compter les varroas. Il me semble qu'il y en a beaucoup et c'est les varrois d'un seul jour. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 en un jour. Eh bien, c'est énorme. Voilà, c'est désolant. Pourtant, j'ai fait tous les traitements. Donc, ça veut dire que on ne sait pas tout ou bien les traitements ne sont pas assez efficaces, à mon avis. En fait, cette année, j'ai été découragée parce que perdre 20 ruches, et 20 ruches qui étaient pleines de miel, qui avaient des réserves tout plein, voir que tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a fait pour qu'elles soient bien, eh bien, elles finissent par mourir parce qu'elles sont sorties de trop, parce qu'il y a peut-être trop de varroa malgré les médicaments qu'on a employés. Certaines années, ce sont des années à varroa et il y a des années sans varroa. Alors bon, c'est lié à quoi? À toute une série d'éléments climatiques principalement et à une dynamique de la colonie qui fait qu'en fin d'année, on va avoir 1500 varrois ou en d'autres années, on va avoir 10 000, 12 000 varrois dans ces colonies. Alors quand on est naturellement à 1500 varrois, la colonie va pouvoir le supporter. Quand on est à 12 000, beaucoup de colonies, à partir de 3 000 à 4 000 varrois, vont déjà présenter des signes cliniques liés principalement à ce moment-là au virus. Le fait qu'une colonie va s'aimer, il va y avoir une rupture de couvain. Toute rupture de couvain, en fin de compte, est un grand frein pour le développement des varrois. Ça, c'est une chose. Maintenant, tout allongement de la période de couvain est un grand accélérateur. On peut considérer plus ou moins que le nombre de varrois se multiplie par 2 par mois de couvain. Donc, si vous avez une saison avec 8 mois de couvain, vous voyez 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui nous mène naturellement à des chiffres qui deviennent tout à fait excessifs en fin d'année. Ce qu'on observe pour le moment, ce sont parfois des printemps extrêmement précoces, et donc là, le couvain démarre avec 1 mois d'avance. Mais ce qu'on observe surtout ces dernières années, ce sont des automnes extrêmement chauds, durant lesquels on va observer du couvain jusqu'au mois de novembre et même éventuellement au mois de décembre. Donc là, on gagne 2 mois à 2 mois et demi de couvain. Ça veut dire qu'en nombre de varrois, la charge en varrois est multipliée par 4 ou même par 6, ce qui est quand même assez important. Le changement climatique perturbe l'activité de la ruche. Alors qu'avant, fin septembre, une reine pondait quelques œufs, maintenant ici on retrouve en septembre 4-5 cadres de couvain, ce qui est tout à fait anormal. Et comme vous avez 4-5 cadres de couvain, forcément dans tout ce couvain vous allez retrouver du varroa. Er zijn studies aan de Universiteit van Wageningen die aantonen dat er een synergie is tussen varroa en pesticiden. En wat zij gedaan hebben, een soort van molentje gemaakt waarin dat ze dus de bij dus konden laten vliegen. En ze hebben ze dan blootgesteld aan zowel varroa als aan dus de pesticiden. En zijn dan eigenlijk tot besluit gekomen dat als de combinatie er is, dat dit een effect heeft op hun vermogen van te vliegen, de duur van het vliegen en zo verder. Dus er zal zeker en vast een versterkend effect zijn tussen de pesticiden en de varroa, maar niet alleen met de pesticiden. Ook het feit dat er te weinig eten is, zal de effecten van de varroa versterken. Ook het feit dat er bijkomende infestaties en infecties zijn met nieuwe parasieten, met andere virussen, gaat het effect van de varroa versterken. Dus het probleem of het concept van synergie is zeker en vast hier van toepassing, maar is ook op vele fronten van toepassing. Hoe meer stress waaraan dat je de bijen blootstelt, hoe groter dat het probleem eigenlijk wordt.
Het is zo dat er verschillende biotechnische methoden zijn om die varroamijt onder controle te krijgen, of tenminste dat men inspanningen doet in een bepaalde richting. En dus men heeft bijvoorbeeld nogal wat experimenten gedaan met schimmels die in staat zouden zijn om die mijten aan te vallen en te vernietigen. Men heeft ook met roofmijten gewerkt. Men heeft eigenlijk methoden waarbij men de temperatuur van de kast eigenlijk verhoogt door ze eigenlijk in een warmtebox te zetten, waardoor dat eigenlijk een temperatuur wordt bereikt waarbij dat de mijten sterven, maar het bijenvolk nog net overleeft. Ce qu'on fait aussi, c'est rajouter parfois, supprimer les râteliers et y mettre des cadres avec des écarteurs Hoffmann pour réduire l'écart des ruelles. Donc dans une ruche de 10 cadres, on va en mettre 11 cadres pour que les abeilles soient un peu plus proches et puis mieux garder la chaleur. Apparemment, Varroa prolifère beaucoup quand la température de la ruche est un tout petit peu inférieure, mais d'1 ou 2 dixièmes, quoi, vraiment. Et donc, en rapprochant les cadres, on arrive à mieux conserver. C'est très, très important d'avoir la chaleur de la grappe qui soit conservée pour les abeilles. Dans la nature, on constate que les colonies survivent beaucoup mieux à la varroise, et même énormément, elles peuvent vivre plusieurs années avec varroa, ce qui est assez étonnant puisqu'on ne fait pas de traitement. Alors l'analyse de ce phénomène a mis en évidence clairement que c'était principalement le phénomène d'essaimage qui générait cette résistance au varroa. Alors quand on analyse ce phénomène d'essaimage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reine s'en va, donc il y a une rupture de ponte très longue, il y a la jeune reine qui naît, qui va seulement devoir se faire féconder, et puis on va avoir ponte. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tous les varrois se retrouvent sur abeilles. Et là, les varrois qui restent trop longtemps sur abeilles vont beaucoup moins bien se reproduire par la suite. Ça veut dire que c'est un frein, non seulement ils ne se reproduisent pas, mais même les varrois qui restent vont moins bien se reproduire. Alors bon, on a essayé de copier un peu ce système en mettant en place toute une série de techniques d'encagement de reines. Alors les encagements de reines, ça consiste en quoi? Vous mettez votre reine dans une cagette, généralement ici on utilise la cagette Scalvini, qui permet à la reine de continuer sa ponte, mais sans avoir de couvain. Ça veut dire que quand elle va être libérée, la reine va pouvoir reprendre facilement le contrôle de la colonie. Une reine qui arrête sa ponte pendant 21 jours ou 26 jours a du mal de reprendre la ponte. Et donc là, c'est pas très bon et elle risque de ne pas se faire accepter par les abeilles. Donc la cagette Scalvini évite ce style de problème et présente quand même une bonne garantie de réacceptation. Donc ça c'est très intéressant parce que après 24 jours, toute la colonie sera complètement indemne et il n'y aura plus aucun couvain perculé et vous allez pouvoir faire un traitement qui aura une efficacité vraiment maximale à ce moment-là. Tous les varrois pourront être directement touchés par la molécule que vous allez utiliser. Un produit bio, idéalement, naturellement, style acide, des choses comme ça. Ça c'est la cagette. Il y a d'autres techniques où là on prend la reine et on la met en dessous de son nid à couvain. De nouveau, on la met dans une hausse en dessous. Elle continue sa ponte et après 24 jours, de nouveau là on fait la même chose, on enlève la hausse, on remet la reine, on fait un traitement parce que le couvain, il n'y a plus de couvain du tout dans la ruche et la reine va normalement être acceptée puisque là elle aura pu continuer sa ponte. Mais tous les cadres qui auront été pondus seront détruits. Les autres techniques en lutte biologique, ce sont toutes les techniques qui sont basées sur l'enlèvement de couvain. Donc la première, naturellement, c'est celle qui se fait en début de saison, une fois qu'on commence à avoir production de mâles. On sait très bien que les varrois préfèrent le couvain de mâle, donc là on découpe les cadres qui vont être bâtis complètement en cellules de mâle, ça va être pondu, les varrois vont se mettre dedans et dès que le cadre est operculé, on redécoupe et on exporte. Ça on peut le répéter 2 fois, 3 fois éventuellement. Ça va exporter une bonne partie des varrois. La deuxième technique, c'est simplement de constituer des ruchettes. Donc on prend des cadres de couvain operculés, on les met dans des ruchettes, et ça veut dire que tous les varrois qui sont dans le couvain seront exportés de la colonie, ce qui va limiter très fortement la présence de varrois. De nouveau, les ruchettes, après coup, on pourrait éventuellement les traiter, etc. Je travaille avec le cadre à mâle. Chaque colonie est équipée avec un cadre où la moitié est laissée vide. Les abeilles construisent en cellules de mâle automatiquement. La reine y pond, elle élève dedans.
Les Varroa, une partie des Varroa qui se trouvent dans la colonie viennent dedans se réfugier. Une fois que le cadre est operculé, cette partie-là, on découpe, on élimine. Donc on répète cette opération-là 3, peut-être même jusqu'à 5 fois sur toute la saison. Voilà. Donc on aura déjà éliminé une partie des Varroa comme ça. Puis alors, une fois que parce que pendant les mielés, c'est exclu de faire quoi que ce soit. Hein. Tant qu'il y a rentrée de miel, inutile de mettre des produits dans les ruches. Hein. Donc si vite que le retrait des hausses, des dernières hausses de miel, alors à ce moment-là, bon, moi j'ai travaillé avec 3 traitements répétitifs avec le Hive Clean, Bivital Hive Clean. Hein. Donc c'est un ensemble d'acides finalement. Il y a l'acide formique, l'acide oxalique, il y a encore un autre. Il y a de la propolis dedans aussi. Mais cet entraînement qu'on répète, j'ai répété 3 fois 10 jours d'intervalle pour maintenant arriver avec mon traitement à l'acide oxalique. Dans le passé, les apiculteurs utilisaient un produit qui était l'apistan, qui était un produit merveilleux. Pendant 7 ans, il a donné plein de satisfaction aux apiculteurs. Ils mettaient leur ruban dans leur ruche, plus de varroa. Génial. Naturellement, ça n'a pas duré. Il y a eu des phénomènes de résistance qui sont apparus. Et depuis ce produit-là, on n'a plus jamais retrouvé un produit qui avait ce type d'efficacité. Toen de varroa-mijt in België en in Vlaanderen binnenkwam, dus in 1984 was dat dan, heeft men enkele jaren nadien een georganiseerde bestrijding op poten gezet, waarbij dat dus gezamenlijk producten werden aangekocht. En het waren dan wel werkelijk acariciden, dus medicamenten zal ik zeggen. En het is zo dat een van de eerste producten was apistan en die was zeer doeltreffend in de behandeling van de varroa-mijt. Maar ook vrij snel is er dan resistentie van de mijt tegenover die medicamenten ontstaan. Zo is er bijvoorbeeld een verhaal van, of een duidelijk goed gedocumenteerd case van mijten die in Lombardije, Noord-Italië, resistent waren geworden tegenover dus de groep taufluvalinaat. En waar dat is de actieve ingrediënt van die apistanstrips. En dan zagen we eigenlijk met een bijna dezelfde snelheid als dat de mijt zich voordien had verplaatst, dat ook die resistente populatie zich ging verplaatsen doorheen Europa, dat eigenlijk enkele jaren later dus ook in België die resistente mijten voorkwamen. En dat heeft dus ons gedwongen van andere producten te nemen. Producten waarvan misschien de efficiëntie iets lager was. En op een bepaald moment is dan die georganiseerde aankoop van medicamenten is eigenlijk weggevallen. Wat maakt dat je dan, dus dat de imker een beetje op zichzelf aangewezen was en dat er misschien toch wel alternatieve circuits werden gevonden voor die producten binnen te halen. De wetgeving werd ook strikter toegepast. Het is te zeggen dat eigenlijk al die medicamenten toch zomaar niet vrij in de handel mochten aangeboden worden. En dat men eigenlijk via het cascadesysteem dus bij de dierenarts terecht moest komen om dus die medicamenten nog te krijgen. En dat is een belangrijke drempel gebleken voor de Vlaamse imkerij toch. En dat men eigenlijk niet direct geneigd was van dierenarts er eigenlijk gaan te laten tussenkomen in de behandeling die zij voor de varroa eigenlijk wilden aanwenden. Il y en a qui ont fait du bricolage à un moment donné et ça a accéléré justement les formes de résistance. Hein. Il y en a qui faisaient un peu des traitements un peu à leur façon, de n'importe quoi hein, finalement, mais qui n'étaient pas du tout adaptés. Hein. Donc la carrière, oui, en avant, hein, ils prenaient le dessus. Et je crois que c'était en France, ils avaient vu ça, la mitraze qu'on pulvérisait sur des arbres, des abeilles qui allaient butiner, rentraient et on trouvait énormément de chutes d'acariens quand elles revenaient à la colonie. Et on a vu alors que la mitraze était efficace finalement contre la carrière. Hein? Alors il existait évidemment des produits à ce moment-là qui on a tendance à... mais alors qui n'étaient pas du tout appropriés à l'apiculture. Hein? Ces produits-là, on ne sait pas de quoi ils sont composés finalement. Aussi la mitraze, mais alors à côté de ça, il y a des bases, il y a des soutiens, je ne sais pas. Là,
Et alors voilà, il y en a qui travaillent avec ça, et puis finalement, encore une fois, des formes de résistance à la mitrase, alors qui apparemment fonctionnaient bien. La mitrase, c'est un produit qui a été utilisé aussi depuis le début, mais qui a été utilisé avant sous une formulation liquide, dans des pulvérisations en aérosol, ça a été utilisé en fumigation, et puis il y a eu une formulation qui s'appelle l'Apivar, qui était un ruban, qui relargue la molécule de façon progressive dans la ruche, pendant longtemps. Avant ce ruban-là, il n'y avait pas de phénomène d'accoutumance. Après l'apparition du ruban, comme le relargage se faisait lentement, on a eu l'apparition des résistances assez rapidement derrière. Parce que ce n'était pas un one-shot rapide, c'était un choc où les varrois pouvaient rester dans l'ambiance à mitrase longtemps. Et ça génère la résistance extrêmement rapidement. Les cires ont pompé la molécule, et donc aujourd'hui les cires sont chargées de cette molécule-là, à faible dose, mais dose suffisante pour créer ou pour favoriser les phénomènes de résistance aussi. Donc aujourd'hui, ce produit est pratiquement inutilisable dans les ruches, parce que les varrois sont tout le temps en contact avec ce produit, vu qu'il est toujours dans les cires, et donc quelque part la résistance se maintient. Donc c'est très difficile de retourner en arrière avec cette résistance-là. On est passé alors au thymol, qui avait une efficacité moins forte parce que c'est un produit naturel, donc on n'a pas une efficacité de l'ordre de 95%. On a une efficacité qui est tombée d'office à 80, 85%, 90% dans les meilleurs cas. Mais cette efficacité, après 4-5 ans, de nouveau ici en Belgique, on était confronté avec le thymol, puisque c'était les seules molécules agréées. Donc on avait 3 molécules, 3 produits, mais tous à base de thymol. Donc tous les apiculteurs utilisaient tout le temps thymol, 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 thymol. Après 5 ans, phénomène de résistance. De nouveau, on était sur un diffuseur longue durée. Donc les varrois étaient tout le temps dans l'ambiance thymol, qui se chargeait aussi naturellement dans les cires. Donc on était exactement dans le même modèle. Et là, on a répété la même erreur. On n'aurait jamais dû faire ça pendant... on devait alterner les traitements. Nous avons 3 nouveaux médicaments qui sont autorisés sur le marché et qui diversifient la palette de produits qu'on peut utiliser. Alors, le premier, c'est l'Oxuvar, qui est un produit qui a déjà été utilisé par les apiculteurs dans le passé, qui est de l'acide oxalique qui est formulé de façon à ce que les risques pour l'utilisateur soient réduits au minimum. Donc c'est un très bon produit que les apiculteurs connaissent déjà. L'Oxuvar nous est livré à la pharmacie. C'est un pot plastique de 225 grammes sous forme liquide. Il faut réchauffer la solution d'Oxuvar à peu près à 35 degrés et puis y rajouter les 225 grammes de sucre et bien agiter pour dissoudre le sucre dans la solution. Il doit être appliqué dans les ruches toujours à 35 degrés pour ne pas refroidir la grappe d'abeille à raison de 5 ml par ruelle occupée. Donc avec normalement un minimum d'une trentaine de millilitres, un peu moins pour les ruchettes évidemment, et jusqu'à 50 ml maximum pour une ruche 10 cadres. L'Oxuvar, c'est un médicament vétérinaire qui est enregistré en Belgique pour le traitement de la varroise. C'est un acide organique, à savoir que c'est une molécule qui ne va pas laisser de traces ni dans les cires ni dans le miel, d'autant plus qu'étant naturelle, elle se trouve déjà dans le miel. Donc on ne va pas définir de résidus d'un produit qui se trouve déjà dans le miel. Encore en quantité très faible, on est d'accord, hein, mais c'est déjà présent. C'est une molécule naturelle puisqu'on peut la retrouver dans différentes plantes, par exemple dans la rhubarbe, on peut la retrouver. Mais c'est un médicament vétérinaire. Donc, à savoir que c'est différent de l'acide oxalique qu'on peut trouver en droguerie, puisqu'on a une qualité pharmaceutique pour ce produit-là. À savoir que le produit est considéré pur à 99,9999% et que les excipients, c'est-à-dire toutes les autres substances qui se retrouvent dans le produit, sont faites pour stabiliser le produit et faire en sorte que dans l'utilisation qu'on veut en faire dans le cadre pour lequel il est enregistré, à savoir traiter la varroise, tout ça est fait de telle sorte à ce que ça fonctionne bien, pour faire simple. Alors que l'acide oxalique qu'on va trouver en droguerie, ça va être un acide oxalique sous forme de poudre ou de cristaux
qu'on va pouvoir, pour lequel il va y avoir une pureté aux alentours de 75% à peu près. C'est coupé avec certaines choses, on ne sait pas quoi, mais ça n'a pas la même qualité. Le deuxième produit, c'est le Polyvar Yellow. Ça, c'est un produit qui a été formulé par Bayer, donc avec une molécule qui est une molécule de synthèse. Là, on est plus dans de la chimie conventionnelle, c'est la flumetrine. Polyvar Yellow is een geneesmiddel op basis van flumetrine, die op een andere manier toegediend wordt, een zeer originele manier. Namelijk aan de ingang van de kast wordt een strip geplaatst, waardoor de bijen opgeladen worden met enkele moleculen van de actieve stof. Het is wel belangrijk bij Polyvar Yellow om de behandeling te roteren met andere actieve stoffen. Dit staat trouwens ook zo in de bijsluiter, dat dit niet tijdens opeenvolgende jaren mag gebruikt worden, omdat op die manier een snelle resistentievorming verwacht wordt. Alors, il faut savoir que la flumetrine est un acaricide qui est très très proche du tofluvalinate, et donc il y a des phénomènes de résistance croisée. Donc si les varrois sont résistants à la pistan ou au tofluvalinate, ils seront probablement résistants aussi à la flumetrine. Donc ça demande un contrôle au niveau de l'efficacité du produit, et on voit que de nouveau, si on n'a pas une dynamique assez rapide de chute des varrois, c'est qu'on est probablement confronté à un phénomène de résistance, et donc là il faudra sans doute changer le produit. Il préconise cette durée d'utilisation, pas tellement pour maintenir l'efficacité, mais surtout pour traiter les phénomènes de réinfestation des colonies en fin de saison. Donc vous mettez votre produit entre guillemets à la récolte des hausses et vous l'enlevez une fois que les réinfestations, le butinage des abeilles s'arrête. Ça veut dire que quelque part, au niveau de l'accumulation de la flumetrine dans la ruche, pour moi il y a un énorme problème de résidus au niveau des cires, etc., etc. Donc là on est vraiment dans un modèle qui ne me plaît pas du tout. C'est un produit qu'on va pouvoir utiliser s'il n'y a plus rien d'autre qui fonctionne, j'ai envie de dire. Le troisième produit, c'est le Varomet. Le Varomet, c'est un produit que les gens connaissent, qui est pratiquement le même que le Bee-Vital Hive Clean, donc est un produit qui a déjà été utilisé aussi par les apiculteurs, qui était plus un produit qui générait, qui était un améliorateur d'ambiance, donc qui était vendu en vente libre dans les commerces apicoles. Aujourd'hui, c'est un médicament vétérinaire et c'est un médicament à base d'acide oxalique, nettement moins formulé que les traitements habituels, d'acide formique, de propolis et d'huile essentielle. Donc c'est un produit vraiment composé qui, quelque part, joue sur le phénomène de synergie entre acides et avec la propolis qui, quelque part, calme très fortement les abeilles. Donc c'est extrêmement doux. L'acide oxalique agit sans couvain. L'acide formique peut aller détruire le varroa dans le couvain. Et la propolis, bon, on connaît les propriétés de la propolis, donc ça va aider les abeilles. Donc j'espère qu'avec une association de produits, on aura un meilleur résultat qu'avec un seul produit comme on avait le thymol dans le Thymovar. C'est un produit qui, en fin de compte, a une efficacité assez limitée, même très limitée. Ça veut dire qu'il faut absolument respecter ces conditions d'utilisation, sans quoi on n'a absolument pas l'efficacité nécessaire. Si on respecte toutes les conditions, on peut arriver à 80% d'efficacité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser ce produit-là à plusieurs reprises, selon les prescriptions de la notice. Donc, une seule utilisation, vous perdez votre temps, on perd son argent. Donc il faut vraiment utiliser le nombre de prescriptions requises aux périodes indiquées sur la notice. Ça veut dire que c'est au printemps, c'est en fin de saison, donc quand le couvain est en forte réduction, et c'est en hiver. À d'autres moments, quelque part, on perd un peu son temps et son argent.
pour résoudre le problème de résistance, la première chose naturellement évidente, c'est qu'il faut faire une alternance au niveau des médicaments qu'on utilise. Ça, c'est certain. Des médicaments et même des techniques. Donc, plus on va utiliser de biotechniques, mieux ce sera. Parce que une biotechnique, c'est un traitement, mais qui n'a aucun risque d'accoutumance. Donc, ça, c'est super bien. Alors, au niveau des produits, il est un fait que quand on travaille sur un produit et que le produit reste très longtemps dans la ruche, on favorise l'apparition de résistance. Donc il faut tout faire pour que le produit reste le moins longtemps possible dans la ruche, qu'il touche tous les acariens et qu'il ne reste pas dans la ruche. Donc on fera très attention aussi aux cires, parce que les cires sont des accumulateurs de produits. Donc il faudra renouveler les cires, il faudra utiliser des cires sans résidus, ce qui devient pratiquement difficile. Maintenant, si on laisse construire aux abeilles des cires, eh bien, elles vont partir sur des cires qui n'auront naturellement aucun résidu. Donc ça, c'est une très bonne solution. Quand on analyse la saison apicole, en fin de compte, on peut diviser ça en différentes phases. La première phase, c'est le début du printemps, donc à la reprise de ponte. Là, à ce moment-là, ou juste avant cela, donc on est plutôt au mois de février-mars, on doit vérifier le nombre de varrois. Si le nombre de varrois est trop important, ça veut dire que si vous avez 15 ou 20 varrois qui tombent sur votre lange à ce moment-là, en 3 jours, il y a un gros problème. Donc à ce moment-là, il faut utiliser un traitement d'urgence, et là, on utiliserait le varomètre. Aujourd'hui, on a un produit pour le faire, donc il faut le faire. Suite à ça, on a tous les mécanismes de la lutte biotechnique qui arrivent. La première lutte biotechnique qu'on peut mettre en place, c'est la découpe de couvain de mâles. Donc c'est assez simple, on met ça, un cadre à bâtir en bordure de ligne à couvain, les abeilles vont le construire en mâle et vous découpez dès que le cadre est pondu. Après ça, la production de ruchettes avec exportation de cadres de couvain peut se faire. Donc vous allez constituer des ruchettes, donc là ça va aussi alléger la charge en varrois. On arrive à la période d'essaimage. Bon, l'essaimage, là, on traite les varrois dès qu'ils sont récoltés, parce que là, vous avez des abeilles en essaim nu, donc moment idéal pour faire un traitement. De nouveau, là, je travaillerai sur un acide qui permettra de traiter efficacement l'essaim. Après ça, on arrive en période de mielée d'été, on récolte, on passe alors au traitement longue durée. À ce moment-là, il y a les phénomènes d'encagement de reine. Donc encagement avec toutes les techniques possibles pour réduire, en tout cas, arriver à une ponte zéro, un couvain zéro dans la ruche. Traitement d'encagement de reine avec un traitement acide derrière, normalement, ou éventuellement de nouveau avec le varomètre. Et ce qu'on peut faire, si ça ne va pas, si on a urgence ou si on n'a pas l'occasion de faire ça, il faut alors utiliser un produit de synthèse tel que le Polyvar Yellow. Donc on a donc ce traitement soit plutôt biologique, plutôt chimique. On arrive alors en fin de saison où, si on n'a pas encore fait de traitement éventuellement, on peut toujours réutiliser le varomètre. Là, on est plutôt fin du mois d'août. On fait un traitement varomètre et puis on arrive alors à l'hivernage où on va refaire un traitement Oxuvar. Et on a fait le tour. Ça vient principalement de l'influence allemande qui, depuis 30 ans, 35 ans, utilisent l'acide formique pour traiter les varrois. Et il y a des apiculteurs qui, pendant 30 ans, ont utilisé de l'acide formique pour traiter leurs varrois. Et là, il n'y a pas de phénomène de résistance, en tout cas, qui est apparu jusqu'à ce jour. Le problème de ces techniques, c'est que ces techniques sont assez difficiles à utiliser. L'acide formique n'est pas un produit facile, et en plus, il n'est pas agréé en Belgique. Donc là, on a un double problème. Pas facile et pas agréé. Donc ici en Wallonie, on n'a jamais préconisé ce style de traitement parce que ça présente des risques, non seulement pour les abeilles, mais pour l'utilisateur. Si on est mal utilisé, on peut se brûler avec l'acide formique, c'est un acide dangereux. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais préconisé. Aujourd'hui, il existe en Italie un médicament qui est formulé pour être utilisé en évaporation. Et là, ça demande le principe de la cascade. Et là, les apiculteurs doivent faire appel aux vétérinaires. Mijn ervaring met onder andere mierenzuur heb ik dus waargenomen dat dus, de eitjes en de kleine larfjes afsterven door dat mierenzuur. De mijten, het is ook wel zeer goed tegen de mijten, maar dus ik gebruik dat niet meer omdat ik dus ook af en toe konijnen had die afgestoken werden. Dat is wel een beetje gevaarlijk ook. Zeker als dat een beetje in het najaar gebeurt, dan is dat niet zo goed voor je bijenvolk. De meeste imkers gebruiken mierenzuur omdat dat is eigenlijk streken van Duitsland, dat is een beetje overgewaaid uit Duitsland naar de Limburg en dan zijn we dat ook beginnen gebruiken. Maar ik gebruik dat niet meer en ik raad dat ook onze imkers af. Er zijn gemakkelijkere zaken om te gebruiken. Het
Het voordeel van mierenzuur en oxaalzuur is, die mijten kunnen daar niet resistent tegen worden. Dus wij in Vlaanderen gebruiken heel veel oxaalzuur. Wij kunnen dat op twee manieren gebruiken. Dus door sublimeren, door vergassen, ofwel door bedruppelen. Het is een zeer goedkope methode. Is natuurlijk wel een beetje arbeidsintensief, vraagt een beetje meer werk en ook een beetje meer opvolging. Ik ben afgestapt van dat bedruppelen, omdat ik dus zie ook, als we dus ons bijen bedruppelen in de winterperiode, dat ze daarmee verzwakken. Het is wel goed tegen die mijten, maar onze bijen nemen dat vocht op. En door dat vocht op te nemen, verbranden ze ook. En verzwakken ze ook. Dus uw bijen verzwakken in de winter is al zeker niet aan te raden. Als er dan nog een keer een virusziekte of iets dergelijks bij komt, dan sterft uw volk zo maar af. Dus maar oxaalzuur vergassen, sublimeren, vind ik voor het ogenblik nog het beste. Het is ook zo, als we dat vergassen, dan moet je een masker aan hebben. En ook dus handschoenen aan hebben, een bril aandoen. Want oxaalzuur is niet zonder gevaar. Ik ken dus wel ook alle methodes om natuurlijk te imkeren. Maar dus de behandeling met oxaalzuur is voor mij al biologisch. Het is een natuurproduct. En ik behandel dus ook mijn volken niet tussen februari, mijn productievolk behandel ik niet tussen februari en augustus. Ik ga dus alleen, als ik dus volken bijmaak, afleggers maak, dan ga ik die wel behandelen. Maar ook allemaal met oxaalzuur. Dus darmbroed snijden doe ik niet, omdat ik dus hier ook aan koninginnenteelt doe. Dus ik heb mijn darm nodig. Persoonlijk zou ik alleen maar gaan voor de organische zuren. En ik zou helemaal niet meer de medicamenten gebruiken. Ik denk dat de effecten, de residuen die je in de was, in de honing terugvindt, vooral in de was eigenlijk van de medicamenten, dat die echt wel een probleem is en dat je die problemen eigenlijk veel minder hebt als je dus met organische zuren werkt. Er zijn producten geweest waar dat je mierenzuur kon toepassen en waarbij dat er werkelijk een applicatie was met mierenzuur in vloeistof. Een soort van verdampers die in de kast werden gehangen. Maar het is zo dat er is aan de Universiteit van Gent een onderzoek geweest dat eigenlijk een project dat MINBI noemde en dat dus het effect van mierenzuur heeft bestudeerd. En waaruit gekomen is dat er toch ook wel nadelige gevolgen zijn voor de ontwikkeling van het volk. Dus zuren zijn als dusdanig ook niet zo volledig vrij van enig risico, zal ik zeggen. Maar het heeft wel met zich gemaakt dat men naar mierenzuur eigenlijk toch een beetje kritischer kijkt dan bijvoorbeeld naar oxaalzuur. En misschien is het spijtig omdat het misschien mooi te combineren valt. Ik ben de mening toegedaan dat we nu ongeveer 34 jaar aan het behandelen zijn tegen die varroamijt. En dat we eindelijk aan een punt zijn gekomen dat er voldoende bereidheid gevonden wordt om het over een andere boeg te gooien. En dat heel wat imkers beseffen dat het gebruik van medicamenten als dusdanig dat niet de oplossing is. En we gaan om te beginnen zijn we nu al bezig met eerder de zachte behandeling te gebruiken. En dan bedoel ik dus organische zuren, maar niet dus de echte medicamenten, de acariciden, dus die eigenlijk bijna dezelfde, ik zal zeggen, tot dezelfde klasse van moleculen, van chemicaliën behoort als de insecticiden die op het veld of in de tuin worden gebruikt. Dus er is toch wel een kentering. En ik denk dat die kentering zich nu moet verder zetten. En ik denk vanuit de onderzoeksinstellingen moet steun gegeven worden om in dat aspect genetische pool verbeteren, om dat verder uit te werken. En dan zijn we nu ook bezig met die Vlaamse imkerij, heel zwaar aan het investeren
op teeltwaardebepalingen. We gaan dus niet meer ervan uitgaan dat een koningin die in een vreemd land gekocht is, dat die het hier ook wel goed doet, omdat het eigenlijk van een topinstituut was. Dus dat was eigenlijk een misvatting die toch vele jaren geleefd heeft en waar dat we het ook zelf nu nog altijd moeilijk mee hebben om de mensen te overtuigen dat het inderdaad niet de geëikte weg is. Dat we werkelijk vanuit onze eigen bijenstanden en bijenpopulaties zouden moeten komen tot die ziekteresistente of veerkrachtige honingbijen die aangepast is aan onze omgeving en die in evenwicht kan leven met varroa. Dus en ik hoop dat inderdaad dat keerpunt bereikt is en dat we niet meer nog eens 30 jaar met medicamenten moeten werken, want het is duidelijk, als je op dit moment een analyse doet van de was in een bijenkast, dan zijn het merendeel van de chemicaliën die je vindt, zijn dus producten die de imker zelf heeft gebruikt in de behandeling van de varroa. Dus we hebben daar een analyse op gedaan. We hebben 10 wasstalen laten analyseren voor zeer breed gamma van pesticiden. En de toplijst die bijna overal voorkwam, waren eigenlijk de pesticiden, de acariciden, de medicamenten die de imker zelf heeft gebruikt tegenover de varroamijt. En dat betekent dat in eerste instantie die imkerij zelf moet zorgen dat zij zonder medicamenten het probleem van de varroamijt aan kan. En dat is inderdaad, daar zijn we nu hopelijk aan dat kantelmoment gekomen om dat waar te maken. Door het overaanbod aan informatie op het internet is het niet altijd gemakkelijk voor de imker om de juiste behandelstrategie voor varroa te selecteren. Onder begeleiding van een dierenarts kan deze informatie snel en accuraat eigenlijk tot bij de imker komen en kunnen ervaringen gedeeld worden met andere imkers tijdens de informatiesessies. Samen met de imker kan de dierenarts dan een geïntegreerd bestrijdingsprogramma samenstellen, gebaseerd op het management van de imker. Het doel van de imker is de honingoogst belangrijk voor die imker, de lokale resistentiepatronen en de persoonlijke voorkeur van de imker, want sommige imkers gaan niet graag acariciden gebruiken. De Vlaamstalige imkers kijken naar die aankondiging met scepticisme aan, omdat zij niet overtuigd zijn dat er in Vlaanderen dus voldoende dierenartsen zijn die de bijenziekten en de bijen voldoende goed kennen. Dus ik denk niet dat in de huidige vorm, met veel onbekenden, want wat gaat dat kosten enzovoort, veel imkers zullen overschakelen naar die bijstand van de dierenartsen. C'est peut-être utile pour certains, pour les vétérinaires en tout cas, qui ont des connaissances en apiculture, et j'insiste là, il faut connaître la profession, c'est tout à fait particulier. Il faut connaître les abeilles et pas tenir des abeilles depuis 2 ans, ou avoir une formation à mon avis de quelques heures comme les vétérinaires ont eu. Ça me laisse sceptique, ça non. Mais des apiculteurs, des vétérinaires par contre, qui auraient eu des abeilles ou des abeilles depuis un certain temps, là, ils pourraient aider éventuellement, ça c'est certain. Surtout des jeunes apiculteurs éventuellement, qui ne savent pas prendre de décision parfois, ou qu'est-ce qui se passe dans ma colonie, qu'est-ce qu'il y a. Là oui, là je suis d'accord. La guidance vétérinaire, le vétérinaire va intervenir dans 4 choses d'une certaine façon. D'une part, un encadrement général. C'est le vétérinaire de l'apiculteur, il suit les colonies, il suit un petit peu tout. Ensuite, il va y avoir un audit sanitaire. Donc, le vétérinaire et l'apiculteur qui signent un contrat ensemble, c'est pas l'apiculteur qui a un contrat, c'est vraiment un contrat entre les deux. Il y aura un audit sanitaire qui va devoir être fait tous les 4 ans, une seule fois. Et puis, troisième chose, il y aura des infosessions. Donc là, c'est le vétérinaire et les apiculteurs qui vont devoir faire 2 infosessions par an. Et enfin, la délivrance du médicament, puisque le but est quand même de traiter, ou du moins
de garantir un équilibre entre varroa et la colonie. Donc ça, on va devoir traiter contre varroa, et c'est la délivrance du médicament. Personnellement, moi je ne sais pas, bon voilà, je suis plus d'un demi-siècle moi dans les abeilles, j'ai vécu tout, j'ai connu tout un peu dans les abeilles. Je ne vois pas vraiment ce qu'un vétérinaire pourrait venir m'expliquer, m'apprendre, ou ainsi. Je pense que j'ai vite repéré quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou qui ne va pas. Voilà quoi, mais ça peut être intéressant pour certains. Voilà. Mais je dis que j'entends bien et que je ne suis pas là pour lui apprendre son boulot. Mais que le jour où il aura un souci, que le jour où, par exemple, même en traitant tout le temps, il a toujours des abeilles avec les ailes déformées. Parce que, on le sait maintenant, le virus de la maladie des ailes déformées est un virus qui, lorsqu'il touche la reine va avoir tendance à le stocker au niveau de sa spermathèque. Et donc, même si on traite le varroa, qu'on se retrouve avec un seuil de varroa qui est inférieur, on peut avoir le virus qui est transmis aux nouvelles larves par le fait que la reine est touchée. On ne demande pas aux apéros. Alors ce genre de choses, c'est du détail, mais ça fait partie des connaissances du vétérinaire. Moi, en tant que vétérinaire, je ne vends pas du médicament, je vends mon cerveau. Je vends une réflexion, je vends un conseil. S'il est question de parler de vente, hein, mais c'est ça mon métier. C'est un encadrement, c'est un conseil. Ik droom van een bijenteelt zonder varroa, met voldoende drachtmogelijkheden, zodat we gezonde bijen kunnen hebben en dat dus imkeren opnieuw een hele leuke bezigheid wordt waar vele mensen veel plezier kunnen aan beleven. Très honnêtement, il faut qu'on travaille avec une abeille hygiénique. Moi, j'en reviens à cela. Il n'y a rien à faire. Il faut que l'abeille puisse d'elle-même un peu se défendre et lutter contre le varroa, sinon on ne s'en sortira pas. Je crois que, avec ce qu'on a en tout cas, ce qu'on nous propose maintenant, non. Si, on sait diminuer la proportion de varroa dans une colonie, mais c'est tout, ça se limite à ça. Ça se limite à ça. L'éradiquer, non, il ne faut pas rêver, ça, ce ne sera pas possible. Hein. Nous avons rejoint la fondation Arista Birisseur, qui existe depuis déjà certainement une bonne dizaine d'années. Moi, c'est de bon augure. Je vois déjà, il y a plus ou moins 3 ans, c'est la 3e année, je crois, et je vois déjà que j'ai des résultats, malgré tout. J'ai des colonies qui sont déjà à 100% VSH maintenant. On les dit VSH. Hein. Donc, des colonies à laquelle on ajoute des varroas dedans, et puis quand vous visitez un mois après, vos varroas disparus ne sont plus là. Donc, moi, je trouve ça génial. VSH en anglais, ça veut dire Varroa Sensitive Hygiene. Donc c'est en fait un comportement de nettoyage des nymphes qui sont infestées par le varroa. Lorsque le varroa rentre dans la cellule et prolifère, les abeilles sont résistantes, sont capables de détecter qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et donc, les abeilles résistantes vont désoperculer et sacrifier la nymphe. Et grâce à ça, en fait, le cycle de reproduction du varroa n'ira pas à son terme. En fait, dans la nature, une reine se fait féconder par un grand nombre de mâles, ce qui fait qu'une colonie, au niveau génétique, est extrêmement complexe. Donc l'originalité du projet, c'est d'avoir utilisé une technique d'insémination avec un seul mâle, ce qui permet de régler ce problème de complexité génétique, de simplifier la génétique au niveau de la colonie d'abeilles. Et ensuite, on fait une mesure, c'est le fameux test VSH, qui consiste à mesurer dans le couvain les niveaux de non-reproduction du varroa. Arista Bee Research organise ce genre de sélection dans différents pays européens. Et actuellement, nous avons plus de 60 apiculteurs qui travaillent avec nous.
de manière collaborative en fait. Et donc les résultats uniquement de cette année-ci, nous avons retenu 120 colonies qui ont des niveaux très élevés de VSH. Le fait qu'on a sélectionné des abeilles résistantes, c'est bien, mais maintenant, il faut les évaluer de façon rigoureuse dans des ruches de production. C'est le projet qui vient à peine de débuter, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons effectivement que ça donne de très très bons résultats, c'est-à-dire qu'on a des colonies qui sont vraiment utilisables en production. Et vous pouvez voir qu'à cette époque-ci de l'année, c'est-à-dire en plein hiver, cette colonie non traitée d'abord est bien vivante, mais en plus très très peu de varrois sont tombés sur le plancher de détection, alors qu'à cette époque-ci de l'année, toujours en hiver, de nombreuses colonies non traitées seraient mortes, ou alors en tout cas sur le plancher de détection, vous auriez des milliers de varrois qui pourraient être détectés. Alors, ce genre de colonies donne très très bien, peuvent donner de belles quantités de miel. À titre d'exemple, celle chez moi qui avait le moins de varrois, c'est la ruche qui a donné le plus de miel cette année-ci. Je suis vraiment content que vous posiez cette question, parce que vous seriez venu me poser la même question il y a 4 ans. Ça n'aurait pas été quand, mais ça aurait été si un jour ce genre d'abeilles résistantes aurait été possible. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, étant donné les résultats que nous avons actuellement sur le terrain, à mon avis, si nous avions des financements, pour organiser cette sélection de manière un petit peu plus professionnelle, nous pourrions certainement livrer du matériel à très court terme. Non, en fait, dans le futur, les apiculteurs ne seront pas condamnés à faire de l'insémination artificielle pour avoir des abeilles résistantes. On pourrait imaginer sur le territoire belge de créer une station de fécondation avec sur place des bourdons résistants aux varrois, et les apiculteurs pourraient aller faire féconder leurs reines résistantes également dans cette station, et donc le processus se passerait de manière complètement naturelle. Het arsenaal aan fenotypes die men op dit moment eigenlijk probeert aan te boren of beschikbaar heeft, dat die veel ruimer is dan alleen maar de varroa-sensitieve geen. Dus het is een goede benadering, maar er zijn daarnaast inderdaad andere benaderingen die misschien zelf nog een stuk beter zijn, zoals die bijen die in staat zijn om inderdaad de werkelijke reproductie, het leggen van eieren, het opkweken van de nakomelingen in de bloedcel totaal te verhinderen. Dus dat is nog een sterker fenotype. En dus het onderzoek zit nu in die fase dat we dus het fenotype hebben gevonden en dat we eigenlijk nu naar de genetische moleculaire achtergrond aan het zoeken zijn. En de bedoeling finaal is om straks op basis van bepaalde merkers, bepaalde mutaties die in het genoom voortkomen, om te gaan kunnen voorspellen in welke mate dus een bepaalde koningin of haar nakomelingen dus een genetische voorbestemdheid hebben, om dus dat broedeffect inderdaad te kunnen tonen. En door dus die genetische achtergrond te kennen, kan je dat allemaal veel korter doen en kan je vanaf het moment dat de koningin aan de leg gaat, kan je eigenlijk gaan achterhalen of dat haar nakomelingen de goede genetische compositie hebben. En dan kan je onmiddellijk gaan selecteren in je populaties, in je verschillende teeltmoeren, met welke dat je eigenlijk preferentieel gaat verder werken.
Thank